toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'École du Futur. Au programme, on ouvre avec notre focus. Elle vit à 100 à l'heure entre chrono, interviews et vidéos tournées sur les circuits automobiles. Mais ce qu'elle aime avant tout, c'est raconter les coulisses d'un sport souvent méconnu et donner la parole à celles et ceux qui le font vivre. Portrait d'une créatrice qui fait chauffer les moteurs, Anna on Air. Et puis quand elle est sur ce plateau, elle vient toujours avec une idée derrière la tech. C'est Jeanne Dreyfus. Bonjour. Bonjour Lisa. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, de quoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui? Je vais vous parler de la nouvelle obsession des États-Unis, celle de l'Empire romain, afin que vous puissiez vous dire après cette chronique, Veni, Vidi, Vici. Et justement, on va un petit peu voyager avec notre sujet du jour, puisque nous vous proposons de découvrir une petite girafe aux grandes ambitions, celle de relier des milliers d'élèves à travers le monde francophone et de redonner vie à la correspondance scolaire. Une aventure où les enfants explorent, racontent, partagent et apprennent à mieux comprendre l'autre grâce au numérique. Tout ça avec une mascotte qui les accompagne partout. On en parle avec notre invitée, Séverine de Sadler, fondatrice de Ama la girafe. Bonjour. Bonjour. On découvre tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord place au focus. Ancienne animatrice radio devenue créatrice de contenu, Anna on Air s'impose comme une figure montante du web. Elle trace aujourd'hui sa route dans l'univers du sport automobile où elle partage par ses vidéos sa passion pour la vitesse et les pneumatiques. Elle est notre focus du jour, signée Dylan Kohler. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On met notre ceinture et on passe à la vitesse supérieure. Anna on Air, de son vrai nom Anastasia Lopez, partage sa passion dévorante pour le monde de l'automobile à travers des vidéos toujours plus divertissantes. Avec plus de 40 000 abonnés, la jeune femme de 27 ans réunit sur sa chaîne YouTube une communauté de passionnés. Après des études dans l'animation radio sur la capitale, des expériences pour Chéri FM et Fun Radio, Anna on Air se lance sur les réseaux avec une idée en tête, vivre de son amour pour les sports auto, qu'ils soient virtuels comme physiques. Depuis 2022, elle se lance également dans le sim racing, jeu vidéo visant à reproduire de manière réaliste la compétition automobile. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est la conduite, la vraie. Des essais palpitants de Porsche, Renault ou BMW, à son premier week-end de course en championnat FFSA Tourisme, en passant par sa participation au GP Explorer, cette pilote prometteuse nous fait vivre ses aventures comme si nous y étions. Là on a encore 2 sessions de F4 ce matin, grosse journée de roulage. On est là avec Alpine et avec Winfield, qui est une école de pilotage qui est située au circuit Paul Ricard. Donc on est très bien entouré, très bien encadré, donc ça va être une très bonne journée de roulage et ça fait du bien de reprendre un petit peu après le GP. Bon, vos sensations, ça va? Ça va. Et sa passion va bien au-delà du pilotage. Sur sa chaîne, elle fait découvrir les coulisses des paddocks, décrypte les courses du moment et s'immerge dans le monde des ingénieurs et des pneumatiques. Grâce à elle, le sport auto devient accessible, inclusif et inspirant. Par son engagement, la jeune femme s'affranchit des barrières et démontre que la passion n'a pas de limite. De quoi donner des idées pour performer sur comme en dehors des circuits. Et puis voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. Ciao ciao. Allez, une fois n'est pas coutume, je vous propose un petit flashback, celui de vos années d'école et peut-être de ce fameux correspondant qui vous faisait rêver depuis un autre pays. Eh bien aujourd'hui, on découvre la version 2.0 de cette expérience, une correspondance moderne, numérique, collective qui relie déjà plusieurs centaines d'écoles francophones. Allez, on découvre tout ça ensemble dans la première partie du talk. Pour m'accompagner aujourd'hui, Séverine de Sadler, fondatrice de Ama la girafe. Alors très simplement, pour commencer, Séverine, vous pouvez peut-être commencer par nous présenter qui est Ama que l'on voit à l'écran. Avec grand plaisir. Donc Ama, comme vous pouvez le voir, est une peluche girafe qui est la mascotte en fait des différentes classes avec lesquelles on travaille. Donc on travaille aujourd'hui avec 600 écoles à travers le monde francophone, autant la France, la Belgique, tous les pays d'Europe francophone que l'Afrique francophone et aussi le Canada. Et l'objectif, c'est que cette petite mascotte, dans chacune des classes, crée du lien de manière symbolique avec les autres classes avec lesquelles ils sont en contact. Et on établit en fait du lien entre 5 classes
sur une plateforme digitale. Et sur cette plateforme, ils peuvent s'échanger des aventures, donc des petits reportages photos et vidéos de leurs activités du quotidien, mais aussi de projets d'école sur lesquels ils travaillent ou de pratiques de classe dont ils sont fiers. Et donc, c'est une façon pour les élèves de se rendre compte que le monde est vaste et multiple et qu'il n'y a pas qu'une façon de vivre l'école. Bon, alors bien évidemment, on va rentrer dans le détail du fonctionnement de Ama la girafe, qui est une plateforme à la fois, mais aussi des outils qu'on va pouvoir retrouver en physique dans les classes. Alors avant ça, pourquoi avoir choisi une girafe comme mascotte? Alors parce que c'est le mammifère terrestre en fait qui a le plus grand cœur, qui pèse 5 kilos, pour que son sang circule de la tête aux pattes. Et donc c'est vraiment toute une communauté d'écoles qui se veut inclusive, ouverte les unes sur les autres et qui propage de l'empathie et de l'amour et ce regard bienveillant entre les élèves et leurs enseignants. Bon, j'ai bien fait de vous poser la question parce que je pensais que ça avait plutôt quelque chose à voir avec la longueur du cou qui permet d'aller très loin. Bon, alors on parle d'une correspondance digitale pour Ama. En quoi est-ce que c'est différent et qu'est-ce que ça apporte de différent et peut-être de mieux vis-à-vis des correspondances d'autrefois qui se faisaient par lettres manuscrites? Donc c'était tout à fait compliqué, voire impossible, de créer cette communauté d'école sans passer par un outil digital. Donc pour réunir des enfants qui vivent au Burundi, qui peuvent vivre en Belgique, qui vivent au Canada, ben, il faut passer par cet outil pour qu'ils puissent réellement visionner les reportages les uns des autres, se rendre compte de leur réalité à l'école. Et donc en l'espace de quelques secondes, via des échanges de photos et de vidéos, on se retrouve parfois plongé en tant que petit élève français ou belge dans une école ou une cour de récréation au Burundi ou au Niger. Et c'est ça qui rend toute la magie de l'outil en fait. Et alors pourquoi entre des classes francophones? Parce que finalement, moi j'ai le souvenir que les correspondants, ça pouvait être aussi des correspondants étrangers, donc dans une autre langue. Vous êtes resté sur le français. Est-ce qu'il y a une raison? Donc là, il y a plusieurs raisons. La première, c'est pour remettre aussi le français à l'honneur. Et il y a énormément de pays dans lesquels on parle le français. Donc l'idée, c'est de créer déjà du lien entre tous ces pays-là. La deuxième, c'est pour vraiment tester le modèle avant de commencer à tout traduire, autant l'outil digital que les différents supports qu'on donne dans les classes, en anglais, en néerlandais. Donc c'est vraiment pour procéder aussi étape par étape. Mais tout d'abord pour rassembler tous ces pays dans lesquels on parle déjà notre magnifique langue et autant la mettre à l'honneur aussi de temps en temps. Alors Jeanne, est-ce que vous aviez un correspondant peut-être à l'école? Vous en avez un souvenir? Pas du tout. J'avais des meilleures amies américano-françaises, donc je parlais anglais, mais pas de correspondant. Bon, écoutez, c'est déjà un pas finalement. Alors, votre cible explique aussi peut-être le fait qu'aujourd'hui vous ayez choisi de commencer par la francophonie, puisque je crois que vous commencez assez tôt finalement avec Ama la girafe. Oui, donc c'est pour des enfants qui sont qui ont entre 3-4 ans minimum, et ça va jusqu'à des enfants qui ont 11 ans maximum. Même si j'ai aussi des enfants du secondaire, mais souvent ça c'est des publics, ça dépend. Ça peut être différents types de publics parce qu'on rapproche aussi des écoles fondamentales, donc de publics normaux, j'ai envie de dire, avec des écoles aussi spécialisées et des enfants qui ont différentes nécessités ou besoins. Et toute la beauté de ce projet, j'ai envie de dire, même si c'est le mien, et je ne vais peut-être pas parler comme ça, mais c'est de casser les codes, de casser les murs et de permettre aux enfants de se rencontrer, peu importe qui ils sont, d'où ils viennent, où ils habitent, et s'ils fréquentent des écoles fondamentales ou spécialisées. Alors pour revenir sur le fonctionnement de votre kit, donc un enseignant achète le kit, c'est bien ça, et puis ensuite il reçoit donc la peluche, Ama, et un accès à votre plateforme. Il y a quoi d'autre dans ce kit? Donc dans le kit, il y a en effet la mascotte de la classe. Il y a un petit sac tout à fait charmant avec 2 petites oreilles girafes qui plaît beaucoup. Et alors il y a une petite bande dessinée et à la fin de la bande dessinée, vous avez un QR code. Donc en tant qu'enseignant, vous pouvez le scanner ou taper les 5 lettres et créer et accéder à votre compte en fait d'enseignant. Une fois que votre compte est créé, l'équipe AMA vous met en lien avec 4 autres classes qui viennent d'horizons différents. Et donc, on s'arrange pour mettre en lien des élèves qui sont du même âge et donc d'avoir une bonne mixité au niveau des pays et une belle représentativité pour que l'expérience soit vraiment la plus riche pour les différents élèves et pour l'enseignant aussi. Pardon. Comment se fait la sélection justement pour créer ces groupes de 5 classes? Ça se fait automatiquement, peut-être avec de l'intelligence artificielle, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui, ou est-ce que c'est encore un humain finalement qui décide quelles classes sont mises en relation? Donc pour l'instant, ce sont encore vraiment des humains qui décident
du lien et de quelles classes iront avec quelle classe. C'est un point d'attention qui est assez important pour nous parce qu'on se renseigne sur les écoles. Souvent, on est en lien avec les enseignants aussi. On répond parfois à des demandes vraiment précises où tel enseignant va nous dire « Ah, mais moi, j'aimerais beaucoup être avec une classe du Mali ». Parce que quand j'étais jeune, j'ai eu l'occasion de faire un voyage là-bas. Donc ça reste encore vraiment très tailor-made avec des humains qui sont derrière tout ça. Vous êtes allé les chercher, taper aux portes de toutes les écoles ou c'est eux qui viennent vers vous? Alors ça, c'est une très bonne question. Donc je suis anthropologue de formation et j'ai travaillé pour la coopération belge comme anthropologue pendant une dizaine d'années dans différents pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Et donc, en étant sur place, je travaillais sur des projets de santé et j'ai été énormément en lien avec des élèves, avec des enfants et aussi avec des équipes pédagogiques et des écoles. Et donc, j'ai gardé un tissu social et un réseau assez élaboré, en tout cas dans ces pays d'Afrique. Et donc, la façon dont on travaille, c'est qu'on a des ambassadeurs locaux sur place qui sont souvent des enseignants ou des directeurs d'école et qui, eux, fédèrent toute une série d'écoles sous leur égide, en fait. Donc, c'est principalement comme ça qu'on travaille. Sinon, en Belgique, on travaille aussi avec le ministère de l'Éducation. Et donc là, on obtient des subsides plus ou moins chaque année, même si pour l'instant, c'est plus compliqué au niveau de la Belgique en termes de subsides. Et donc, on fait aussi partie d'un réseau qui s'appelle Be Education et qui fédère toutes des initiatives qui supportent l'enseignement belge francophone. Et donc, c'est grâce à ces différents arcs, j'ai envie de dire, ces différents atouts, que j'arrive petit à petit à faire tâche d'huile et à contacter de plus en plus d'écoles. Et aussi grâce à des émissions comme celle-ci pour se faire connaître et faire en sorte de toucher en fait le cœur des différents enseignants. Bon, en tout cas, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit ici. On va continuer à parler de Ama la girafe, bien évidemment, mais d'abord, on va faire un tour du côté de la planète Tech. Images et vidéos, c'est ce que vous trouverez de mieux sur Internet, c'est l'œil de Dylan Colère. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invitée Séverine de Sadler, fondatrice de Ama la girafe, dont on va continuer à parler dans un instant. Mais d'abord, place à la chronique de Jeanne Dreyfus, qui a une idée derrière la tech.
Jeanne, focus avec vous aujourd'hui sur un retour en grâce étonnant, celui de l'Empire romain comme outil de communication pour les leaders politiques et économiques américains. Vous avez peut-être vu passer sur TikTok il y a quelques temps un genre de vidéo particulièrement étrange qu'on regarde. Babe, how often do you think about the Roman Empire? 3 times a day. Elaborate? Just regularly. Why? There's so much to think about. Des hommes exclusivement à qui l'on demande combien de fois par jour ils pensent à l'Empire romain et qui répondent unanimement plusieurs fois par jour. Alors, c'est un mème, mais néanmoins, ça révèle un vrai retour de hype de l'Empire romain sur les réseaux, chez le quidam comme chez les puissants. Mais alors, comment vous expliquez cet engouement, Jeanne ? Alors, ce mème, il révèle à la fois un désir masculin de puissance et un retour à une civilisation impériale basée sur l'ordre et la conquête. Pas étonnant, du coup, que les nouveaux empereurs de la tech, Elon Musk en tête, s'approprie la tendance. On se souvient ici de son salut qu'il avait qualifié de salut romain et non nazi, comme ça avait été aussi largement interprété. Et intéressant, pendant cette journée d'investiture de Trump, il avait déclaré au président « C'est grâce à vous que l'avenir de la civilisation est assuré ». Et donc là, c'est une appropriation hautement symbolique. Particulièrement aux États-Unis, qui, selon l'historien italien Aldo Cazzulo, interrogé par l'Express, se veulent les héritiers directs de l'Empire romain. Le sceau, qui est l'emblème du pays, fait figurer l'aigle, qui était le symbole de la Légion romaine, et la devise latine « E pluribus unum », l'union fait la force, est attribuée aux fabulistes de l'Antiquité, Ésope. Et on retrouve cette inspiration dans la pièce commémorative dont on avait parlé récemment, à l'effigie de Donald Trump, en référence aux pièces d'or de l'Antiquité que le Trésor américain a annoncé en octobre vouloir émettre. Mais alors, tout ça, c'est nouveau ? Alors non, ça fait longtemps que Rome est un kit prêt à l'emploi pour fabriquer de la puissance autoritaire. Le mouvement des faisceaux italiens qui donne son nom au fascisme, créé par Mussolini en 1919, vient de la hache antique qui symbolisait le pouvoir des magistrats romains. Et niveau architecture, que ce soit du côté du quartier de Léour à Rome ou du bâtiment hitlérien de Nuremberg, la référence à l'architecture romaine est omniprésente. Chaque fois, on le voyait, monumentalité, symétrie infinie, disent tout de l'ordre et de la supposée grandeur que les dictateurs souhaitent apporter à leur pays. Alors, ce que vous nous expliquez, c'est que Rome est toujours héroïque. Non, la décadence de l'Empire a aussi servi de véhicule à d'autres combats idéologiques. Si on va du côté d'Hollywood et des films comme Ben-Hur, par exemple, on est sur une Rome ici monstrueuse, orgie, luxe et cruauté de l'empereur, y règne en gloire, et ça parle au public d'après-guerre parce que ça correspond à une peur de la chute morale, à une Amérique devenue trop riche, sensible chez certains mouvements conservateurs comme les Minute Women qui défendaient la morale traditionnelle américaine contre l'athéisme et aussi mettait en garde contre le totalitarisme attribué en pleine guerre froide au pouvoir soviétique. Mais alors vous parlez des puissants là, mais est-ce que la culture antique infuse aussi dans le quotidien du grand public ? Ça infuse toutes les strates de la société. On a des gros succès populaires comme la série Rome sur HBO qui a réuni des millions de téléspectateurs. Côté jeux vidéo, on pense à la série Odyssey d'Assassin's Creed, le jeu aux 4 milliards d'euros de revenus cumulés, ça reconstituait la Rome de Périclès. Mais ce n'est pas tout. La mode aussi est très friande de l'Antiquité, de Dolce Gabbana à Gucci, elle est partout. Alors avant que ça ne dégénère et que ne revienne le service militaire en mode gladiateur pour nous préparer au conflit ou que des futurs jeux en VR nous mettent dans la peau de Néron ou de Caligula pour nous permettre de nous défouler, méfions-nous de ce qui se cache derrière les récupérations actuelles de la Rome antique. Et puis surtout, mesdames, emparez-vous de Rome et de toutes ces références. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette chronique. On continue à parler d'un tout autre sujet, de Amma, la girafe, et c'est dans la seconde partie du talk. Et c'est toujours avec mon invitée Séverine de Sadler, fondatrice de Amma la girafe, qui est donc une plateforme numérique pour faire de la correspondance entre élèves, une correspondance 2.0. Alors en première partie d'émission, on a commencé à évoquer son fonctionnement. Alors j'aimerais qu'on continue sur cette voie-là, Séverine. En ce qui concerne la plateforme, ce qui me semble être la porte d'entrée tout de même de ce projet, alors comment est-ce qu'elle fonctionne très concrètement, cette plateforme ? Donc très concrètement, les enseignants sont mis en lien avec 4 autres classes du monde francophone.
Et une fois par semaine, ils peuvent s'échanger des aventures sur leur quotidien à l'école ou sur des thématiques qu'on leur propose. Donc en fait, on leur propose du contenu pédagogique, souvent qui est créé par des enseignants pour des enseignants. Et donc c'est vraiment une très riche façon de s'inspirer les uns les autres et de se sentir aussi moins seul dans sa profession d'enseignant, autant maternelle que primaire. Et ce contenu pédagogique se porte sur plusieurs de nos domaines. Ça peut être l'éveil aux langues, la langue française, l'engagement citoyen, l'environnement et le développement durable. On a aussi l'éveil mathématique et scientifique, les émotions, la gestion des émotions. Et donc, par rapport à ces grands domaines, on propose des fiches pédagogiques. On en propose une vingtaine par domaine, plus ou moins, qui sont changées aussi au fur et à mesure que l'année s'écoule. L'enseignant peut choisir un de ces thèmes, une de ces fiches, faire l'activité en classe avec ses élèves, faire un petit reportage photo ou vidéo, et ensuite le partager avec les autres classes correspondantes. Alors donc finalement, comme vous vous adressez, en tout cas pour le début, à un public assez jeune, puisque vous commencez à 3-4 ans, c'est bien ça, là ça veut dire que ce sont plutôt les enseignants finalement qui créent le contenu plus que les élèves, qui sera partagé, j'entends. Donc ce sont les enseignants toujours qui préparent toujours en fait leur petite intervention, donc ils créent le contenu, ou qui peuvent simplement, parce qu'on ne veut pas qu'Ama soit du temps en plus pour leur emploi du temps qui sont déjà extrêmement chargés, donc ils peuvent juste partager quelque chose dont ils sont fiers et dire à leurs élèves, bon, on va faire en sorte de bien faire cette activité ou de vraiment y prendre du plaisir, et ça peut même être partager les dessins qu'on a faits. Et donc ça crée de l'émulation, de la motivation, et on a aussi certains enseignants qui nous font des retours en disant mais grâce à ce projet et à Ama la girafe, depuis qu'elle est rentrée dans notre classe, nos élèves sont beaucoup plus motivés, les plus timides le sont de moins en moins. J'avais une petite élève en début d'année qui n'osait jamais prendre la parole ou qui n'osait pas s'exprimer, qui était extrêmement renfermée sur elle-même. Et grâce à Ama, tout à coup, des ailes lui sont poussées et elle ose maintenant faire tout un tas de choses qu'elle n'osait pas faire auparavant. Et donc c'est ça un peu la force du projet. Alors vous avez pointé du doigt quelque chose d'important, le fait qu'effectivement les enseignants n'ont pas forcément beaucoup de temps à leur disposition. En moyenne, combien de temps ça prend de créer une séance avec Ama la girafe? Dans le temps scolaire, combien de temps ça prend? Donc nous, on a compté qu'une participation à ce projet compte en moyenne 30 heures maximum par an, en fonction de l'engagement des uns et des autres. Et l'intérêt de cet outil, c'est que c'est assez fort plug and play, et il y a différentes portes d'entrée. Donc on a des enseignants qui sont extrêmement motivés et qui partagent du contenu de manière quasi journalière, d'autres pour lesquels c'est un peu plus compliqué et donc c'est plutôt hebdomadaire ou mensuel, et il n'y a aucune contrainte ou aucune obligation. Donc c'est en fonction de la réalité des uns et des autres et de la réalité de ses élèves aussi, parce que parfois certains de nos enseignants sont dans des écoles à discrimination positive, où il y a des enfants qui souffrent. C'est parfois le cas, notamment en Belgique, où une classe peut avoir un enfant qui souffre d'autisme assez grave et tous des enfants qui n'ont pas cette pathologie-là. Et donc, l'enseignant peut être très fort absorbé par cet élève-là. Et donc, malgré ces contextes qui sont très différents les uns des autres, chacun y retrouve un peu son chemin et participe comme il peut, comme il veut, et en fonction de sa réalité scolaire et de la réalité de ses élèves. Alors, puisque vous êtes sur une plateforme et donc sur du numérique, on dit souvent que les enfants passent déjà trop de temps sur les écrans. Alors, pourquoi avoir choisi ce format du numérique ? Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est en fait une première porte à un univers numérique totalement protégé, bienveillant et sécurisé. Le numérique fait partie de notre monde et de notre temps, c'est indéniable. Et donc, il faut petit à petit habituer les élèves à utiliser du numérique bienveillant, bien dirigé et qui leur apporte réellement quelque chose en retour. Et comme on le disait en première partie, c'est impossible de créer cette ouverture, ce lien et de pouvoir se projeter dans une école autant au Rwanda, au Burundi, au Sénégal, ou à Strasbourg, à Nice, à Marseille ou à Bruxelles, enfin bon, aux quatre coins de la Belgique et du monde francophone, sans passer par cet outil numérique digital. Et puis je crois que vous encouragez aussi les enseignants tout de même à aller sur le terrain, à sortir des écrans.
Donc en effet, on a plein d'activités qu'on leur propose qui sont vraiment des activités où ils vont à la rencontre de leur environnement, où ils sortent de leur mur. On propose aussi des challenges, on en propose 5 par an. Et là, on a lancé le challenge Cœur Solidarité pour les fêtes de fin d'année, où on encourage les enseignants à créer avec leurs élèves des petites cartes postales ou des décorations partagées qui peuvent être distribuées après dans des maisons de retraite ou auprès de publics plus précarisés, fragilisés. Et donc, c'est vraiment de remettre au goût du jour aussi toute cette solidarité et ce vivre commun et ce vivre ensemble qui est tellement important de nos jours. Alors justement, comment AMA transforme-t-elle les différences culturelles en force ? Ben c'est en fait par la connaissance, par le fait de savoir que ça existe. En Belgique, nous sommes dans un pays très très interculturel. Si on prend simplement Bruxelles, en fonction de l'école où on va se trouver, on a des publics souvent dans les classes qui viennent des nationalités de 20 nationalités différentes, donc un élève, une nationalité. Et donc rien que le fait, AMA fédère au sein de la classe, mais fédère aussi au niveau du monde et des pays francophones, pour savoir comment ça se passe ailleurs, avoir cette connaissance sur les coutumes, les habitudes, les traditions, les paysages, enfin comment ça se passe dans d'autres pays. Et le fait de savoir et d'enrichir cette connaissance dès les plus jeunes âges fait que les barrières culturelles s'annihilent d'une manière ou d'une autre, ou du moins qu'on développe une vocation au niveau des enfants et cette volonté de découvrir l'autre dans toute sa diversité. Vous avez des témoignages justement de ces enrichissements liés à des cultures différentes d'enfants, et vous avez des exemples un peu de témoignages comme ça? On a très régulièrement en effet en fin d'année, on fait chaque fois une enquête auprès de nos publics cibles et des écoles avec lesquelles on travaille, en leur demandant quels sont les bienfaits que le projet a apporté aux élèves de manière générale, en termes de renforcement des compétences, autant techniques, et aussi de savoir-être. Et en effet, on a chaque fois des retours assez merveilleux qui nous disent que leurs enfants ont été très émus par les reportages qu'ils ont vus d'autres enfants qui pouvaient être du même pays ou de pays différents, et qu'ils posaient énormément de questions sur leur vie, leur culture, et la façon dont ils sont habillés, est-ce qu'ils sont en uniforme, pas en uniforme, les activités qu'ils font au sein de l'école. Donc on a vraiment des témoignages assez forts, et c'est pour ça qu'on continue d'ailleurs, parce que des retours très positifs par rapport à l'impact que cette petite girafe peut avoir au niveau des écoles et dans le chef des élèves. Vous dites aussi que AMA, c'est une première porte d'entrée vers l'éducation aux médias. Concrètement, de quoi parle-t-on ici ? Donc il y a certains enseignants qui peuvent, de manière autonome et libre, via des iPads, faire en sorte que leurs élèves, donc chaque élève peut aussi avoir un identifiant qui lui est propre, pour pouvoir accès à la plateforme. Et en tant qu'ambassadeur de la classe, il peut aussi partager du contenu, chaque fois bien sûr sous l'égide, j'ai envie de dire, d'un adulte responsable. Et donc de manière autonome, ils peuvent se confronter à un outil numérique qui est complètement, comme je l'ai dit, protégé, fermé, et auquel ne participent que des écoles qui ont été, entre guillemets, avalisées par l'équipe AMA. Parce que je suis en lien avec chacune des écoles et quasi avec chacun des enseignants de manière directe. Et donc, c'est ça, cette porte d'entrée par rapport au numérique. C'est que les élèves, de manière autonome, peuvent être en lien directement aussi avec les correspondants. Bon, merci beaucoup Séverine de Sadler d'être venue dans cette émission nous présenter AMA, une petite girafe aux grandes aventures. Merci beaucoup aussi à Jeanne Dreyfus pour sa chronique. Merci aussi aux équipes en régie et à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous d'être toujours fidèles à l'école du futur. On se retrouve très vite, demain à 12h30, toujours sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.